revenir sur les résultats attendus. Nous allons essayer successivement de faire la revue des situations filières dans les pays. Bon, tous les pays ne sont pas présents, malheureusement. Je pense que Mali, Guinée, et Cap-Vert, Sierra Leone ne sont pas là. Donc, nous allons voir la situation successivement de l'état des filières dans ces pays. Encore que vous allez voir, en collaboration avec le CIRAD, on a fait un certain nombre de monographies de la plupart de ces pays. Mais bon, il s'agit de définir une stratégie. Il faut que chacun s'engage. Il faut que chacun dise comment il perçoit lui-même la situation de son pays. Comme ça, on ne peut pas revenir sur ça après. Donc, on va voir la situation pays par pays. Et ça, ensuite, on va passer à la présentation du CIRAD, la situation de l'étude qui est conduite dans les différents pays. Décidément, hein? Ça vient? Voilà, allons-y. Ça bouge pas? Oui, reviens, descends. Bon, je ne reviens plus sur voilà, ce contexte et justification. On l'a suffisamment rabâché dans les discours. Reviens, descends. Descends. Voilà, c'est ce qui nous amène ici. Reviens dans les objectifs. Voilà. Voilà ce qui nous amène ici. Comme je venais de dire, on va tenter de faire état des lieux des filières, examiner et valider la note conceptuelle de l'offensive pour la promotion du lait local, examiner et valider les études de référence réalisées avec le concours financier Oxfam, CARE, RBM, qui s'appuie sur le plan d'action, qui réactualise en passant le plan d'action de l'UOMA. Ensuite, on va tenter de revenir sur les orientations, les objectifs, les actes. Vous verrez que dans la note conceptuelle, il y a déjà l'ambition, il y a déjà une déclinaison d'objectifs, de résultats attendus, de grandes lignes d'intervention, mais on va vous les resoumettre. Voilà. Et sur la base de ça, vous allez avancer maintenant en termes d'action. Ensuite, on va essayer on vous définit même là-dedans un projet de feuille de route jusqu'à la validation de la stratégie. Il y a quelque chose que je dois vous ajouter, comme l'a dit le programme, le commissaire. Vous savez, on a appuyé la CEDEAO. Le rôle qu'il nous avait donné, c'est de nous aider à aller à une stratégie jeune jusqu'à sa validation. Et cette stratégie devait être soumise au sommet des chefs d'État. Quand on a fini la stratégie, c'est validé, il faut présenter la présidence de la commission dit non, il faut m'ajouter, comme le commissaire vient de dire, il faut m'ajouter un programme d'investissement. Donc c'est une demande ouverte. Donc on ne peut pas être surpris cette fois-ci. En même temps que nous allons définir la stratégie, on va essayer, sur la base des orientations qu'on aura, de définir en même temps le programme prioritaire de mise en œuvre. Ce qui fait la prochaine fois, on peut mettre sur la table et la stratégie et ce programme. Voilà. Donc on s'est défini une feuille de route et puis on vous présentera la feuille de route. Voilà, tu peux aller à l'agenda maintenant. Là, par rapport à l'agenda que vous aviez reçu par mail, il y a un réajustement. Bon, le premier réajustement était lié au fait que le ministre devait aller au Conseil des ministres. Il nous a demandé de revenir à 8h30. Ensuite, on a essayé de réaménager un peu pour donner plus de temps de présentation aux études de référence au CIRAD, pour donner plus de temps de présentation aux ONG, notamment Oxfam qui a conduit plusieurs études, etc. Donc, je suis ici. Après, je vais passer en revue
je vais vous donner la parole pour vous présenter. Après, les pays vont faire leurs présentations successives. Ils ont 7 minutes. Allez-y, avancez. Photogroupe, tout ça c'est déjà fait. J'espère qu'on va gagner du temps. Donc on va présenter, le Sénat va venir nous faire cette présentation, on lui a donné un peu plus de temps. Ensuite, descend. Voilà, ensuite on a fait les présentations spécifiques par les ONG. Donc Oxfam, CARE, SNV, vous avez la parole pour dire, voilà, tout ce que vous avez fait. On va aller à la pause déjeuner. Et puis, quand on reviendra, on va faire une discussion générale pendant 1 heure. Avant de passer maintenant, allez-y, au témoignage des mini, grandes laiteries, etc., qui sont présents ici, avec l'appui du RBM. Avec l'appui du RBM, on a pu faire venir 5 à peu près laiteries de la région. Et avec l'appui de Oxfam, on a fait venir des gens qui étaient dans la campagne, je suppose des associations de consommateurs, etc., etc. En plus de voilà. Donc, APS, RBM, ROPA, on vous donnera la parole. Vous direz quand même ce que votre sentiment, ce que vous êtes en train de faire. CORAF et FAO aussi, on leur donnera la parole. Et puis, on va aller vers les conclusions de la journée. Voilà. Le deuxième jour, on tombe sur la note conceptuelle. On l'examine, on essaie de la valider. Quand bien même la CEDEAO a dit c'est ça mon ambition, c'est ça, nous sommes la task force, nous sommes les parties prenantes, nous avons la possibilité de faire nos amendements, ajustements, etc. pour que quand on sort d'ici, la région, c'est toute la région qui a demandé, qui a consigné et qui est un consensus sur au moins le cadre logique. Après, on vous présentera les termes de référence, les travaux de groupe. Les travaux de groupe vont chercher à prolonger, si nous sommes d'accord sur le cadre d'objectifs et de résultats, donc vous allez avancer maintenant sur cette base, axe d'intervention, composantes et actions. C'est sur ça que vous allez travailler en travaux de groupe pour avancer. Pause déjeuner, on vous laissera encore continuer les travaux de groupe. Et c'est le 3e jour seulement qu'on va faire la restitution. Continue. Allez-y. Bon, nous travaillerons parallèlement, hein. En vous écoutant parallèlement, on va consolider le cadre logique, on va consolider la feuille de route, on va consolider quelques conclusions, etc., qu'on présentera après à la fin. Est-ce que quelqu'un a des questions sur les objectifs, les résultats, l'agenda? C'est ouvert, le micro est devant vous. Le micro est devant vous, s'il vous plaît. Si quelqu'un ou quelqu'un a des observations ou des demandes d'éclaircissement sur les objectifs, les résultats attendus et l'agenda. Je ne vois pas de main qui se lève, donc c'est adopté, vous applaudissez. Donc maintenant, on va faire tout de suite le tour de table. Donc présentez-vous, le pays, qu'est-ce que vous faites dans le pays, voilà, comme ça on comprend pourquoi vous êtes là. Moi, c'est... Ok, bonjour, moi c'est Sissao Marietou du Burkina Faso. Je suis venue au nom du ministère des Ressources animales et halieutiques, précisément de la Direction générale des productions animales. Je suis le chef de service lait. Je vous remercie. Bonjour, je viens de Côte d'Ivoire, je suis directrice des productions de village. Nyanji Daniel. Good morning, everyone. My name is Savage. I'm from Zambia. Back home, I work at Est-ce que les autres entendent? We are not hearing you. Sorry, I said, can you hear me now? Yes. Okay, I said my name is Aissatou Savage. I'm from the Gambia.
and I work at the Department of Livestock Services, and I work as a Principal Animal Production Officer, and I'm also head of the ruminant unit. Thank you. My name is Franklin Yeboah from Ghana. I work with the Ministry of Food and Agriculture and the Deputy Director for Animal Production Directorate. Thank you. Moi, c'est Ibrahim Ali, je suis le secrétaire général de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES. Bonjour, je m'appelle Serge Bag, je suis conseiller technique pour CARE Danemark. Bonjour, je m'appelle Christian Cornio, je travaille au CIRAD, je suis basé à Dakar. Bonjour, je suis Azara Fondier-Samadou, je travaille pour Oxfam, la plateforme régionale, comme conseillère du pays du Salima. Bonjour à tous, je suis Mohamedou Badiel, je travaille pour l'Organisation néerlandaise de développement et je suis en charge du secteur du développement agricole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bourema Doudou, je suis le secrétaire permanent du Bonjour, je m'appelle Marc Casperan, je travaille à la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, chargé du projet Crédit. Bonjour, Sylvie Jean-Zouli, je suis directeur adjoint du secrétariat du club israélien de l'Afrique de l'Ouest, SAO, au conseil de Mexique. Bonjour, je suis Madame Khalifa, la présidente. Oui, je parle, vas-y, je le fais. Bonjour, Imelda Aboudanou, chargée de pouvoir aux gens et plaidoyer pour favoriser toutes les organisations paysannes sur la Bonjour, moi je m'appelle Madame Diaby Nediago Mariam, je suis la responsable de la mairie des Pérus de Djibouti et je suis secrétaire générale de l'Union nationale des mairies de Djibouti. Bonjour, moi je m'appelle Diallo Adama Israël, je suis responsable de la mairie de Terry Kossam et Abidjan en Ouaïga, c'est 180 km au nord du Burkina. Donc je suis le président de l'Union nationale des mairies de Terry et producteurs de l'air local. Et je suis ici représentant de la coalition nationale des monnaie locale du Burkina. Bonjour, moi c'est Kwadio Théodore Domani. Je suis le chef de la division de production animale à la production de Benoît. Donc, évidemment, je représente le monde. Bonjour à tous, je suis Ivan Mouna Salami, de l'unité santé et production animale du bureau régional de la FAO basée à Sakachi. Bonjour, mon nom c'est Madame Ouro Kapsou, productrice lait de Chamel au Niger. Je suis aussi membre de la plateforme d'innovation lait de miel. Merci. Good morning, I'm Abdullah Diallo and I'm the Director of Research and Innovation at Cora. Bonjour, Abdoulaye Sey, expert rural. Bonjour, mon nom est Diogo Assoulé, je suis assistant technique élevage et pastoralisme à la commission de la CDO. Bonjour. Bonjour, moi c'est Sem Passi, je suis le chef programme bovin et de technologie animale et je suis le chef projet promotion de la production laitière bovine par insémination artificielle. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Fama Assar, je viens du Sénégal, je suis le chef de la division des industries laitières, apicoles et agricoles au ministère de l'élevage et des productions animales. Good morning. My name is Christiana
Good morning. My name is Molu Koso from the Republic of Liberia. I'm the Director for Animal Production Services at the Ministry of Agriculture. Thank you. Bonjour, Clémence Macdebelfond de l'Agence française de développement pour le bureau régional Sahel. Bonjour, moi c'est Rachid Ouedraogo, responsable de la laiterie de Fada à 220 km dans l'est de Burkina. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Amadou Mokhtar Konaté. Je suis de l'assistance technique au projet d'amélioration de la gouvernance de la résidence de la justice alimentaire et de l'agriculture durable. C'est un projet financé par l'Union européenne avec multi-acteurs, CEDEAO, Suisse, UOMA et européen. Basé à Orbe. Bonjour, moi c'est Hawa Assawadana, je suis du bureau marocain RBM. Je suis du collectif des femmes et nous appuyons les activités dans la promotion de l'élevage, particulièrement les activités liées aux sous-produits animaux tels que le lait. Je viens du Mali, plus précisément du Gao. Merci. C'est Mme Galiko Korotoudou. Je suis une transformatrice à Ouagadougou. Je suis la présidente de l'Union nationale des transformateurs de lait du Burkina. Je suis la trésorière de l'interprofession lait. Je pense que ça suffit déjà. Bonjour, moi c'est Fatima Kakone. Je suis chargée de communication et de gestion des connaissances au Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Selima Hamadou. Je suis zootechnicien et chargé de suivi de la nation au Burkina. Je suis basé à Dakar. Dans la promotion du lait. Bon, je ne sais pas. Il n'y a pas de pointeur. Non, ici on a des problèmes avec l'appareil qu'on a trouvé là. Le projecteur, on est prudent. Ok. Bon, il va te bouger ça. Ok. Le défi majeur de l'agriculture béninoise, c'est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population à l'horizon 2020, de contribuer à la couverture des besoins en protéines d'origine animale, viande, lait et œufs de la population à travers l'amélioration de la productivité des animaux, la compétitivité, de l'attractivité de l'activité d'élevage en milieu rural. Il faut dire que la production actuelle du lait couvre que 30% des besoins de la population. Comme contexte, je peux dire que l'agriculture contribue à hauteur de 32,5% au PIB national. La part de l'élevage est de 5,7% et la part de l'élevage au PIB c'est de 5,7% et sa contribution au PIB agricole est de 18,5%. Comme je l'ai dit, la part de la production ne couvre que environ 30% de la production locale. Le gap est comblé par les importations qui créent d'importantes sorties de devises et handicapent la production locale. Donc l'analyse de la filière, je le fais sur 4 points: le niveau de la production du lait, le système de collecte, la transformation et la distribution. Par rapport à la production, on a deux principaux. Il faut avancer. Par rapport à la production, il y a deux principaux systèmes. Il y a le système extensif qui est caractérisé par le mouvement régulier du bétail à la recherche du pâturage de l'eau. Donc les animaux vont sur le pâturage naturel, ils vont à la recherche
équatoriale de l'eau. Il y a très peu d'investissements. Les animaux élevés dans ce système sont essentiellement de race locale, le borgou. Le complément alimentaire est rare et la productivité en lait est très faible, 1 à 1,5 litres par jour. Donc, c'est un troupeau de bovins de race borgou que vous voyez là. Le deuxième système, c'est le système semi-intensif qu'on retrouve dans les fermes d'élevage de l'État et dans quelques élevages privés. Là, la production n'est pas aussi importante parce que l'effectif est minime par rapport à l'effectif national. Mais ce système se caractérise par un apport de compléments alimentaires composé de provende, de foin, ensilage, sous-produits agro-industriels. Les animaux reçoivent des soins nécessaires au maintien de leur performance et les races élevées sont aussi des borgous et des animaux importés comme le Girolando et le Girolando importé du Brésil et la race Azawak importée du Niger. Là, la production est un peu meilleure au système traditionnel qui est de environ 2 à 2,5 litres par vache et par lait. Donc ici, nous avons quelques animaux de race Girolando. Maintenant, le système de collecte. La traite du lait, elle est faite manuellement. Là, c'est les performances de la race et Girolando. On peut s'en passer. Donc, le système de collecte est essentiellement manuel. La traite est manuelle. Vous voyez, elle est faite par les femmes et les jeunes à la main avec des instruments qui ne garantissent pas la qualité hygiénique du produit. Une partie du lait collecté est autoconsommé, le reste est vendu dans les maisons ou bien collecté, regroupé pour être vendu au niveau des mini-laiteries. Vous voyez la femme qui est là, c'est une collectrice qui a le lait et elle va soit vendre ou amener ça à un centre de regroupement pour être convoyé dans les mini-laiteries. Bon, là, celui-là aussi, c'est la moto, l'homme à moto. Lui, il a quitté un centre de regroupement, donc il collecte le lait avec des équipements un peu plus améliorés pour transporter le lait vers les mini-laiteries. Bon. Le reste du lait qui n'est pas vendu dans les mini-laiteries est transformé soit en fromage ou essentiellement dans le système traditionnel, c'est transformé en fromage peul qu'on appelle kassiré ou wagashi, ou bien en lait caillé. Maintenant, au niveau des mini-laiteries, on a au total 6 mini-laiteries qui sont réparties dans le bassin laitier du Bénin. La carte est un peu en bas, on va voir ça. Donc, il faut aller en bas. Donc, les 6 mini-laiteries, c'est ça que j'ai matérialisé. La taille du point n'est pas liée au volume. Donc, nous avons les 6 mini-laiteries qui sont concentrées dans la partie nord du pays. En dehors de ces 6 mini-laiteries, il y a 2 grandes usines laitières qui sont au niveau du sud, dans la zone de Cotonou, mais eux ne transforment que du lait importé. Donc, au total, nous avons, pour desservir les 6 mini-laiteries, on a 36 points de regroupement et de collecte du lait, 6 mini-laiteries et 2 grosses usines laitières. Bon, par rapport aux mesures de soutien, on peut citer la lutte contre les différentes maladies qui est assurée par l'État, la mise en place d'infrastructures hydrauliques pastorales, l'offre de facilités d'accès aux équipements et intrants à coût réduit, l'offre de facilités d'accès au financement grâce à la création d'un fonds national pour le développement agricole, le suivi des activités au niveau des élevages par les agences territoriales de développement agricole et un nouveau projet un nouveau programme, le programme national de développement de l'élevage, de développement des filières
lait, viande et œufs de consommation. Les anciens projets qui sont intervenus au niveau de l'élevage, on peut citer le projet d'appui au développement de l'élevage dans le Borgou. Il y a au total 7 projets. Le dernier est achevé, clôturé en 2018. Bon, voilà pour l'essentiel de ce que j'ai préparé. Les données chiffrées se trouvent dans le fichier Word que je peux transmettre. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Donc comme j'ai dit, j'ai présenté 2 documents. Il y a un document il a montré tout à l'heure qui fait de façon globale l'état de la filière. Et il y a la présentation qui porte un peu sur la défiscalisation du lait. Un levier important pour développer la filière laitière au Sénégal. En fait, depuis quelques années, nous travaillons sur cette question qui pour nous est cruciale. Et donc, comme vous le voyez, le Sénégal, la production laitière locale est estimée à 249 400 000 litres de lait par an. Et cette production est en fait fournie de façon essentielle par l'élevage extensif qui donc fournit 55% de la population, de la production. Donc si vous voyez, la population du Sénégal est estimée à 15 millions d'habitants. Et si on se réfère aux normes de l'OMS et de l'Organisation mondiale de la santé et de la FAO, donc il y a encore presque, je peux dire, entre 800 et 900 millions de litres qui nous restent à fournir pour atteindre vraiment la consommation normale de lait au Sénégal. Qui est donc, voilà. En moins donc, la consommation annuelle globale est estimée à 546,6 millions de litres de lait en 2018. Et cette consommation, c'est la production locale plus les importations. Donc, par habitant, les Sénégalais consomment en moins 36,4 litres de lait par an, ce qui est encore vraiment très faible par rapport aux recommandations de l'OMS et de la FAO. Allez-y. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Il y a plusieurs contraintes. Plus que contraintes que d'atouts. On a les atouts, c'est à peu près le cheptel qui est important, hein, composé de 3,5 millions de bovins, 11 millions de petits ruminants, à partir desquels on peut tirer du lait. Mais comme vous le voyez, il y a beaucoup de contraintes. Il y a les contraintes techniques hein, qui sont liées à peu près à mon prédécesseur du Bénin l'a dit tout à l'heure, la faible productivité du cheptel se tourne entre 1 et 3 litres de lait par vache et par jour. Il y a l'environnement qui est extrêmement agressif. Et comme vous le voyez, jusqu'à présent, il n'a pas plu au Sénégal. Et s'il ne pleut pas, quels sont les problèmes? C'est qu'il n'y a pas de fourrage. Compte tenu du fait que l'élevage est à dominante extensive, alors s'il ne pleut pas, ça c'est vraiment des problèmes. Liés aussi, ajouté à ça la chaleur, il y a des aspects sociaux. L'élevage extensif qui fournit la plus grande partie de la population est un élevage qui est dominé par les peuples, comme vous connaissez, hein, les méthodes qui ne veulent pas trop changer, qui veulent garder un peu le système ancien. C'est le Sérère qui parle là. C'est le Sérère qui parle. Voilà. Donc il refuse de moderniser alors que les Sérères modernisent. Du point de vue institutionnel, on a beaucoup de choses. Hein. Donc il y a l'environnement fiscal, il y a l'environnement législatif et réglementaire. Il y a vraiment également l'absence totale, ou l'absence pas totale, mais l'absence de politique et de plan laitier au Sénégal. Tout ce que l'on fait, se fait sur la base de projets ou de programmes qui viennent. Et dès que ça finit, alors tout disparaît. Il n'y a pas de politique qui fait que chaque ministre qui est nommé vient continuer ce qu'il y a. Chaque ministre qui vient, par exemple, tu peux remettre en cause l'insémination, l'autre peut remettre en cause les importations, l'autre remet en cause vraiment tous les éléments qui ne lui conviennent pas. Et ça, c'est vraiment problématique. Parce qu'il n'y a pas d'absence, il n'y a pas en fait de politique laitière réelle qui s'inscrit sur la durée.
Alors, on a vu, pour nous, on s'est dit que c'est l'industrie qui peut tirer la production, qui peut tirer la filière. Au Sénégal, nous avons des industriels vraiment qui peinent, une industrialisation qui peine, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 grandes industries qui travaillent sur la vie, qui collectent et qui travaillent sur le lait local. C'est la laiterie du Berger, que beaucoup connaissent, qui est à Richard Toll, mais qui fait à peu près même qui va de plus, qui a été installée spécialement pour faire du lait local, mais qui, compte tenu des difficultés climatiques, de l'offre, va un peu en sens inverse. Ils intègrent de plus en plus de lait en poudre. Et il y a Kiren de l'autre côté, qui travaille exclusivement sur la poudre, qui fait un peu le sens inverse, qui collecte de plus en plus de lait pour mettre dans l'UHT. Alors, donc les gens hésitent parce que tout simplement, ils se disent que le lait local est des fois cher. Aussi, on essaie de signer des contrats dans le cadre du partenariat public-privé encadré par l'État, mais les éleveurs peinent à également respecter. Par exemple, vous signez des contrats avec un centre de collecte pour l'approvisionnement de 1000 litres de lait par jour. Alors, à un certain moment, vous n'avez même pas 500 litres. Et ça, c'est problématique. Dans la mesure où les industries sont placées à des distances qui sont très loin, à peu près à Dakar, alors ça fait que les gens se disent, bon, nous, on ne va pas aller jusqu'à Dara, ou jusqu'à Liguel, ou jusqu'à tel point, pour aller amener que 300 ou 400 litres de lait. Ça, c'est pas intéressant. Donc ça, vraiment, ça fait que les industriels hésitent à s'engager dans la filière. Nous avons beaucoup de petites laiteries. Nous avons 110 mini-laiteries dans l'ensemble du pays, concentrées dans la zone de Dara, la zone sylvo-pastorale, mais également à Kolda et à Maka. Mais c'est des unités dont les plus grandes font à peu près 300 litres par jour. C'est certaines laiteries qui sont à Kolda, mais les autres sont à moins de 100 litres par jour. Donc c'est des petites unités qui également ont beaucoup de difficultés en hivernage, qui est la période où la production laitière est la plus importante. Toutes les familles qui sont tout autour produisent du lait, donc les mini-laiteries transforment mais n'arrivent pas à vendre. Ce qui fait qu'une mini-laiterie qui a une capacité de 100 ou 150 litres ou 200 litres, facilement elle se retrouve à faire 15 à 20 litres par jour, parce que si vous faites autrement, vous n'arrivez pas à commercialiser. Ça, c'est des problèmes aussi que nous avons. Donc, il y a beaucoup les autres non collés. Toutes les autres industries, il y en a beaucoup au Sénégal, mais elles sont dans la transformation de la poudre. Nous avons tout fait dans le cadre de notre partenariat public-privé, mais également dans le cadre de l'organisation d'une campagne hivernale de collecte du lait. Nous avons essayé de négocier, mais les gens nous disent non, nous, on veut investir dans la collecte, mais il nous faut 100 à 150 000 litres de lait par jour. Donc ça, c'est décliné poliment, quoi. Parce que là où les autres industries n'arrivent pas à faire 10 000 litres, si vous voulez faire 100 à 200 000 litres, c'est vraiment un problème. Donc ça, vraiment, c'est des problèmes. Alors, la collecte du lait local, c'est la filière. De plus en plus, nous avons, comme j'ai dit, beaucoup de centres de collecte. Nous en avons 36 au total, centres de collecte, qui sont répartis également dans 2 grandes zones. La zone de Dara, où Nestlé avait, dans les années 80, installé des centres de collecte qui ont été repris par le ministère de l'Industrie, qui les a transférés au Directoire national des femmes en élevage. En 2013, le ministère de l'Élevage a réfectionné les centres pour organiser une campagne hivernale de collecte. Et il y a aussi maintenant presque tous les projets, tout autour des zones, des zones où il y a une possibilité de transformer, il y a des centres de collecte qui se mettent en place. Et donc aujourd'hui, nous sommes à 36 centres de collecte de lait qui sont plus ou moins fonctionnels, mais qui ont des difficultés de connexion avec la transformation. Parce que comme je vous ai dit, les petites laiteries sont là, mais elles ne peuvent pas faire de volume important à cause des difficultés de commercialisation. Et les industries qui sont vers les centres urbains ne veulent pas trop prendre le risque d'aller collecter le lait pour ne pas avoir des difficultés de qualité ou des trucs comme ça. Voilà. Donc, la laiterie du Berger, comme je vous dis, Kiren, ils ont investi, c'est eux-mêmes qui ont investi, qui ont mis en place des centres, qui ont acheté des camions. Et le ministère vient en appoint pour donner, par exemple, des camionnettes frigorifiques aux éleveurs pour pouvoir leur permettre de collecter. Ils donnent des bidons à lait
mais également faire des formations aux bonnes pratiques d'hygiène et de qualité pour les producteurs, parce que les industriels ont des exigences. Ils disent, oui, on va collecter le lait, mais ils donnent un cahier de charge de qualité. Ce qui fait que si les éleveurs ne sont pas formés, alors le lait est rejeté, et dès que vous rejetez une fois, deux fois, l'éleveur ne vient plus. Donc le ministère fait des formations aux bonnes pratiques d'hygiène pour les éleveurs, qui sont tout autour des centres de collecte qui approvisionnent donc les grandes laiteries. Alors, le cadre institutionnel et fiscal est peu incitatif. Donc malgré, du point de vue institutionnel, le ministère fait beaucoup d'efforts. Hein? Du point de vue de la production, le ministère subventionne l'achat de génisses gestantes, hein, au niveau de la production. Et ces 2 dernières années, en rapport avec l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, nous avons mené 2 opérations. Où la première, en 2017, on a importé 1077 génisses gestantes de différentes races. Et en 2018, on a importé 1181 génisses gestantes. Ça fait 2000 et quelques. Et ça a été subventionné à hauteur de presque 60% par l'État. Donc, vous voyez, nous avons aussi un programme d'insémination artificielle qui est mis en place par l'État. Et à côté, il y a l'amélioration des conditions de l'élevage pastoral, donc et la sécurisation. C'est les 3 leviers-là, en fait, sur lesquels le plan Sénégal émergent se base pour développer la production laitière. C'est la sécurisation de l'élevage pastoral avec la mise en place d'infrastructures, hein, des centres de collecte, les parcs de vaccination, les forages pastoraux et également des adductions d'eau. Mais la promotion également de la culture fourragère. Chaque année, on donne des semences aux éleveurs qui veulent faire des cultures fourragères. L'importation de génisses gestantes et également l'insémination artificielle. Mais au-delà de tout ça, il y a les taxes qui vraiment plombent la filière. Par exemple, il y a 2 ans, la laiterie du berger a été redressée parce qu'ils ont acheté de l'aliment bétail pour donner aux éleveurs qui sont tout autour de la laiterie du berger à Richard Toll, mais ils ne payaient pas ils ne versaient pas la TVA. Alors du coup, comme nos pays cherchent de l'argent là, alors les gens les ont bombardés, plusieurs millions à payer. Alors il a fallu que nous-mêmes au niveau du ministère, qu'on écrive au ministère des Finances, qu'on aille faire des réunions avec le ministère des Finances pour leur dire non, non, non. En fait, ça c'est destiné à sécuriser la production laitière en saison sèche. Comme les hivernales ne sont pas bons, s'il n'y a pas d'aliments bétail, ça pose des problèmes. Et là, vraiment, c'est des problèmes. Donc, l'eau est excessivement chère. Si vous voulez faire des cultures fourragères, vous payez comme les ménages. Ça, ce n'est pas possible. L'eau qu'on consomme dans les maisons, c'est le même tarif que l'eau qui est utilisée pour faire les cultures fourragères. C'est le même tarif également qui est utilisé pour les entreprises. Ça fait que les produits sont moins compétitifs. Et de plus en plus, comme le lait, avec la suppression des quotas, avec toutes les faveurs que les éleveurs européens ont, alors le lait local est moins vraiment rentable. Voilà. Il y a également d'autres problèmes. Par exemple, la date limite de consommation des laits UHT, on a fait le tour à Dakar, c'est 12 mois. Le minimum, c'est 9 mois, mais ça va jusqu'à 12 mois. Alors que normalement, ça doit être 6 mois. Alors, nous, on s'est dit qu'il faut qu'on travaille avec... on a commencé à travailler avec le ministère du Commerce. On a travaillé avec le ministère du Commerce, le ministère des Finances, les industriels, pour vraiment que cette date-là soit harmonisée et ramenée à 6 mois. Parce que, par exemple, Kiren, qui est l'industrie, la seule industrie qui fait le lait UHT et qui incorpore le lait local, sa DLC, date limite de consommation, c'est 6 mois. Tous les autres produits que tu trouves sur le marché qui sont importés par les vendeurs, c'est 12 mois. Alors, si les autres produits restent beaucoup plus longtemps que le lait de Kiren sur le marché, ça pose des problèmes. Donc on a dit au moins ramener carrément à 6 mois et harmoniser pour donner quand même un peu de faveur à... Voilà. Et également, il y a un autre problème, hein, la suppression des droits de douane dans le cadre des APE. C'est vraiment un problème aussi qui vient s'ajouter aux difficultés de la filière laitière locale. Allez-y. Alors, nous avons dit que la défiscalisation, on s'est dit, au lieu de taper
ou de demander le ciel. Parce que dire par exemple qu'il faut suspendre ça, il faut aller vers là, on s'est dit non, nous on travaille sur notre filière locale. On essaie par exemple de supprimer de faire en sorte que la fiscalité sur la filière locale soit incitative. Et nous nous sommes rendus compte qu'on a travaillé depuis 2 ans et on a obtenu la suppression de la TVA sur le lait pasteurisé. Donc on a mis en place un comité ad hoc, ministère de l'élevage, ministère des finances, industriels, acteurs de la filière, et nous avons travaillé, et ça c'était sur la base d'une recommandation du président de la République lors de la journée nationale de l'élevage qu'on avait organisée. On avait fait l'état des lieux et le président a demandé à tous les ministres concernés de travailler avec le ministère de l'élevage pour revoir la fiscalité sur le lait, parce qu'on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Investir dans la filière locale et la laisser comme ça au loup, alors ça c'est problématique. Alors quand on a obtenu cette TVA, ça a fait que la laiterie du berger a augmenté de plus de 120 francs le prix du litre de lait aux producteurs. Parce qu'ils ne payent plus la TVA sur le lait pasteurisé qui est au nouveau produit qu'ils font. Donc ça fait 42% d'augmentation sur le prix aux producteurs. Kiren aussi, qui est sur les mêmes dispositions, ils ont dit, bon, si on supprime la TVA sur le lait que nous incorporons, nous aussi, on va augmenter le prix du lait aux producteurs, même si le prix est déjà intéressant, parce qu'ils sont à 400 francs le litre, et la laiterie du berger vient de passer à 400, Kiren est déjà à 400. Donc voilà. Alors, cette défiscalisation, comme vous le voyez, ça vient un peu à contre-pied de ce qu'on a dit jusqu'à présent, de réduire, par exemple, ou de taxer la poudre. En 2007, on a eu ce même problème. On a essayé de continuer à taxer, mais il y avait le ramadan qui arrivait. Les populations ont dit non, mais il faut nous protéger, nous aussi, nous les consommateurs. Si vous ne faites pas quelque chose, on ne pourra pas avoir du lait durant le ramadan. Et dit que vous voyez, ça, ce qui fait que nous, on a dit ça, on laisse tomber, mais on travaille sur la défiscalisation de nos filières. Bon, et par rapport à ça, il y a beaucoup de questionnements que nous avons eus avec le ministère des Finances et le ministère du Commerce, allez-y. Parce qu'ils ont dit, bon, maintenant, si on décide, par exemple, d'enlever, par exemple, la TVA sur tous les produits qui utilisent le lait local, comment on va faire le contrôle? Parce que ça va se faire au prorata. Par exemple, une industrie qui fait du lait caillé, elle va te dire, sur 100 litres, j'ai mis 80 litres, par exemple, de lait local. Mais comment on va le contrôler? Et qui va le contrôler? Donc ça, c'est des questions qu'on est en train de nous poser, parce qu'on s'est dit que est-ce que la suppression de la TVA sur tous ces produits laitiers ne va pas en fait enrichir les industriels sans avoir des effets sur le producteur? Alors c'est des questions qu'on se pose. On se dit ici, est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions fiscales et de protection pour vraiment rendre la filière locale beaucoup plus compétitive? C'est par exemple une question sur laquelle on travaille depuis plusieurs années, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut, comme on ne peut rien peut-être faire sur la TVA, sur le lait en poudre importé, est-ce qu'on ne peut pas prélever un pourcentage, 3% ou 5% de cette TVA même qui est collectée pour l'investir dans la filière locale? Ça, on l'a déjà, on a eu quelque chose comme ça pour le cheval, avec le PMU, le pari mutuel urbain, les cours hippiques. Donc on a fait un prélèvement qu'on a réinvesti sur la filière locale. Donc on est en train de réfléchir sur la même question pour le lait local, pour prélever une taxe de ça. Également la TVA pour l'aliment en bétail, quand même essayer de faire quelque chose. Parce que si, là, comme il ne pleut pas, on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Si en saison sèche, il n'y a pas quelque chose qui est fait pour réduire le prix de l'aliment bétail, c'est sûr que vraiment on n'aura pas de lait. Voilà, il y a la DC, il y a les cultures fourragères, il y a l'électricité également qui est très contraignante, donc qui plombe les mini-laiteries, parce que toutes les mini-laiteries qui ont des difficultés, elles ont des difficultés liées au fait que l'électricité coûte entre 100 000 francs CFA et 200 000 francs CFA par facture. Pour une mini-laiterie qui fait 100 à 200 litres, vraiment c'est problématique.
Et également, peut-être faire un crédit, parce que l'un des gros problèmes que nous avons aussi, c'est que les mini-laiteries sont mises en place, même si c'est dans le cadre de projets. Les projets aident les gens à avoir peut-être le bâtiment, le matériel, mais il n'y a pas de fonds de roulement. Et les banques ne veulent pas donner. Également, pour la collecte en hivernage, pour ceux qui font par exemple le fromage, tu le fais, tu le gardes pendant 3-4 mois. Et en ce moment, tu continues à prendre le lait des éleveurs. Avec quel argent tu vas payer? Les éleveurs ne vont pas t'attendre. Donc ils te disent, nous, on a besoin d'argent. Donc on est en train également de travailler pour voir si on peut avoir des lignes de crédit spécifiques pour vraiment financer la collecte et les fonds de roulement. Donc il y a beaucoup de problèmes, comme on a dit, techniques, sociaux, environnementaux sur la production. Mais on s'est dit qu'il y a beaucoup de leviers, comme vous le voyez, sur lesquels on peut actionner pour développer la filière. Mais pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est élaborer et mettre en application un plan laitier et une politique laitière qui sont indispensables pour le développement durable de la filière. Parce que c'est dans ce plan ou dans cette politique que tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est protection, toutes les actions, vraiment, tous les leviers que nous avons cités qui doivent pouvoir développer la filière vont être inscrits et de façon durable. Et de sorte que chaque ministre qui vient ne va plus dire « non, j'enlève ça parce que je suis peul, donc je protège les peuls, je ne protège pas les industriels » ou « je suis citadin, je protège les citadins, les industriels de la production et je laisse les ruraux ». Donc c'est que dans le cadre d'un plan laitier ou d'une politique laitière durable, reconnue et protégée, qu'on peut vraiment développer la filière laitière. Je vous remercie. Moi, c'est Dr Sem Bassi du Togo. Je vais vous faire l'économie de l'état des lieux de la filière lait local au Togo. Il faut dire que au Togo, le besoin en lait est de 15 000 tonnes par année, alors que la production nationale ne couvre que 26,6% des besoins. Et donc le reste, c'est l'importation qui coûte annuellement 4 milliards de francs CFA et demeure inaccessible à la majorité de la population pour des raisons économiques. Donc nous voyons que la demande en lait est vraiment réelle en milieu urbain comme en milieu rural. Bon, je vais vous donner de façon synthétique les caractéristiques de la production du lait local au Togo et après partager avec vous les actions prioritaires que le Togo a mises en place pour booster cette production. Par rapport aux caractéristiques, il faut dire que la première des choses, c'est que la filière laitière est confrontée au problème de la faible performance laitière de nos vaches locales qui sont autour de 0,5 à 1 litre par jour. Et aussi, nous savons que le lait est conditionné par la mise bas de la vache. Donc les paramètres de fécondité aussi sont très faibles au niveau du Togo. Il faut dire que c'est au cours de ces dernières années qu'il y a l'importation de la race Koudali qui permet d'améliorer un peu cette productivité laitière qui va autour de 5 à 6 litres par jour. En plus de ce premier facteur, il y a aussi le système d'élevage qui est dominé par le système traditionnel, qui est jusqu'à 96% du système d'élevage est de type traditionnel. Et connaissant ce système traditionnel, les conditions d'élevage ne favorisent pas une bonne extériorisation du potentiel laitier de ces vaches locales, qui d'ailleurs, leur productivité est laitière, mais les conditions viennent encore aggraver cette production. Et aussi, nous notons la saisonnalité de la production laitière du lait et que ce lait est plus ou moins important lors des repousses des herbes après le passage des feux de végétation, disons de façon générale en saison pluvieuse. La condition de traite, elle est manuelle, elle est faite par la main et de façon artisanale, dans des conditions insalubres.
c'est-à-dire sans respect de l'hygiène de la traite. Le circuit de collecte. Par rapport au programme, au plan qu'on nous avait donné, on va aller directement aux enjeux socio-économiques de la filière. Donc, les enjeux de la filière en Côte d'Ivoire, c'est de contribuer à la sécurité alimentaire, à la réduction de l'équilibre de la balance commerciale, parce que nous importons énormément de lait, on va le voir tout à l'heure, au brassage culturel, aux échanges et à l'augmentation de la contribution au PIB agricole. Au niveau du cheptel laitier, il est essentiellement constitué de bovins. Les ovins et les caprins sont en très moindre mesure contribuent à la production de lait. Et la production de lait est essentiellement faite de façon artisanale. Nous avons à peu près 1 500 000 têtes en 2012 et ça a cru jusqu'à 1 647 000 têtes en 2016. Pour un effectif de femelles à peu près de 543 000. Et vous constaterez que ce ne sont que des chiffres estimés. Le problème de nos pays, c'est les statistiques fiables issues de recensements fiables. Donc, avec cette estimation, nous avons une production laitière estimée qui varie entre 31 000 et 32 000 sur la même période de 2012 à 2016. 31 000 à 33 000 à peu près tonnes de lait frais produit. On continue. Pour les importations, par contre, sur la même période, nous varions 200 000 tonnes d'équivalent lait, à peu près 222 000 tonnes pour des sorties de devises de plus de 50 milliards. Nous avons en 2012 52, il y a un pic en 2015 à 68 milliards de francs CFA. La production nationale représente à peine 15% de la consommation de lait. On continue. La couverture, les systèmes d'alimentation, nous avons différents types, les pâturages naturels, les pâturages artificiels. Nous avons beaucoup de sous-produits agro-industriels parce que c'est un pays essentiellement agricole. Nous avons aussi quelques unités de fabrication de produits industriels destinés aux élevages modernes. Sur le plan sanitaire, nous avons des campagnes de vaccination contre la péripneumonie, contre la peste bovine qui est maintenant arrêtée et contre la peste des petits ruminants.